C'est une visite de courtoisie qu'on a rendue au président de la Cour constitutionnelle. Et il faut dire que cette visite a été très enrichissante pour les têtes couronnées que nous sommes, parce que ça nous a permis ensemble donc de passer en revue certains sujets d'intérêt national. Et il faut dire que nous sommes sortis très riches d'enseignements donc de cette visite. Il faut aussi dire que nous avons profité donc de cette visite pour faire des bénédictions au président de la Cour constitutionnelle, parce que à chaque fois que nous rencontrons une haute personnalité dépositaire du pouvoir public, nous les bénissons, nous prions Dieu, demandons de nos ancêtres de répandre leur grâce sur le président, sur ses collaborateurs et sur l'institution qu'il incarne. On ne va pas être exhaustif, mais il y a les réformes au sein de la chefferie traditionnelle qui figurent en bonne position parmi ces sujets-là. Et aussi d'autres sujets d'intérêt national et qui sont aussi d'actualité. Merci. La loi sur l'affacturage adoptée par les députés est une internationalisation de la loi uniforme relative à l'affacturation adoptée par décision numéro 23/CM/UMOA du 10 décembre 2020 par le Conseil des ministres de la dite institution. Cette loi a pour objectif de valoriser le développement de l'affacturage en tant qu'offre de financement adapté aux problèmes de trésorerie des entreprises et particuliers des petites et moyennes entreprises. L'affacturage, selon le rapport de la commission Benouchi, permet à l'entreprise de prendre ses créances liquides et de récupérer de la trésorerie. En outre, il permet de garantir la véracité, l'exactitude et la confidentialité dans l'utilisation autorisée des informations destinées à assurer le paiement des factures vis-à-vis du client. Selon la loi votée, l'affacturage comporte plusieurs avantages, notamment la sécurisation et le financement du poste client qui constitue une des principales préoccupations des entreprises. Le paiement par le débiteur cédé à l'affactureur est libératoire s'il est fait conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, sans préjudice de toute autre forme de paiement également libératoire. Chapitre 4. Droits et obligations du tiers, article 34. La législation de l'État dans lequel est situé le débiteur cédé régit le privilège de l'affactureur sur la créance commerciale cédée par rapport aux droits d'un réclamant concurrent. Si le produit de la créance commerciale cédée est reçu par l'affactureur, ce dernier est fondé à le conserver dans la mesure où il a le privilège sur un réclamant concurrent sur la même créance. Si le produit est reçu par l'adhérent, le privilège de l'affactureur sur ce produit est le même sur un réclamant concurrent, notamment si l'adhérent a reçu le produit et le détient sur instruction de l'affactureur pour le compte de ce dernier, ou si le produit détenu séparément par l'adhérent pour le compte de l'affactureur est raisonnablement identifiable par rapport aux autres actifs de l'adhérent et séparé de celui-ci, notamment dans un compte de dépôt. Toute convention conclue entre l'adhérent et le débiteur, avant la notification de la cession à ce dernier, qui a une incidence sur les droits de l'affactureur, produit également effet à l'égard de l'affactureur et a une incidence sur les droits correspondants de ce dernier. Toute convention conclue entre l'adhérent et le débiteur après la notification de la cession à ce dernier, qui a une incidence sur les droits de l'affactureur, est sans effet à l'égard de ce dernier, sauf si l'affactureur y consent à tout moment ou si la créance commerciale n'est pas encore acquise en totalité du fait de l'exécution incomplète du contrat et si, soit les modifications induites par la dite convention étaient prévues dans le dit contrat, soit tout affactureur raisonnable y consentirait dans le cadre du dit contrat. Dans ce cas, de la cession de créances commerciales futures, les parties peuvent apporter des modifications au contrat avant qu'il ne soit pleinement exécuté. L'affactureur finance
les factures reçues ou notifiées uniquement une fois les services pleinement exécutés ou les produits effectivement livrés. Aucune modification ne peut être apportée par la suite au contrat, sauf si la factureur y consent. Les clauses ci-dessus sont sans incidence sur tout droit ou obligation de l'adhérent ou de la factureur résultant de la violation d'une convention entre eux. Le titre 5 est adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Les Togolais ont voté dans le calme lundi pour élire députés et conseillers régionaux, un scrutin qui se tient juste après une réforme éclair de la Constitution destinée selon l'opposition à prolonger le président Faure Gnassingbé au pouvoir. Les dépouillements ont débuté en fin de journée dans les bureaux de vote et la commission électorale a annoncé en soirée que les tendances des résultats provisoires seront annoncées au cours de la nuit électorale. Les résultats devront ensuite être validés par la Cour constitutionnelle. Selon le code électoral, les résultats doivent être annoncés dans les 6 jours suivant le vote. Le Togo, petit pays de 8,8 millions d'habitants, coincé entre le Bénin et le Ghana, est dirigé par la famille Gnassingbé depuis les années 1960. L'actuel président Faure Gnassingbé est arrivé à la tête de l'État en 2005 à la suite de son père Eyadema Gnassingbé qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant près de 38 ans. Ce double scrutin législatif et régional intervient dans un climat politique très tendu après l'adoption le 19 avril d'une nouvelle constitution qui fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Désormais, le pouvoir réside entre les mains d'un président du Conseil des ministres, lequel sera le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Au total, 113 députés à l'Assemblée nationale doivent être élus, mais aussi pour la première fois, 179 conseillers régionaux qui, avec les conseillers municipaux, désigneront le Sénat nouvellement créé. Pour le parti uni, la réforme constitutionnelle rend les instances du pouvoir plus compétitives. Dimanche dernier, les ministres de la Justice et de la Sécurité ont mis en garde les auteurs de publications de faux résultats et d'informations incorrectes, de diffamation et de calomnie qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Les électeurs togolais se sont rendus aux urnes ce lundi pour voter dans le cadre des élections législatives et régionales du pays. Ce scrutin intervient après une réforme controversée de la Constitution qui supprimerait les futures élections présidentielles et donnerait aux législateurs le pouvoir de choisir le président de la République. J'espère un changement crucial parce que vu ce que nos parlements nous ont dit l'autre fois, la constitution qui est changée, il faut qu'on soit pour voter. Nous avons toujours de l'espoir, mais cette année c'est un espoir spécial pour la nouvelle génération. Nous voulons voir l'opposition au Parlement. Les Togolais votent pour élire 113 députés à l'Assemblée nationale, mais aussi pour la première fois 179 conseillers régionaux qui, avec les conseillers municipaux, désigneront le Sénat nouvellement créé. L'opposition et les clergés accusent le président Faure Gnassingbé de vouloir prolonger son règne. L'ambiance dans laquelle se déroulent ces élections, une ambiance tendue en raison du changement de constitution en plein processus électoral. Et ça, on n'a pas fini de dénoncer cette forfaiture. Selon la réforme constitutionnelle, le Togo élira son président pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois par les députés et non plus par le peuple. Pour l'opposition, la nouvelle constitution rend probable la réélection de Faure Gnassingbé à l'expiration de son mandat en 2025. Plus de 4 millions de Togolais étaient attendus aux urnes lundi à l'occasion des élections législatives et régionales. Un double scrutin censé évaluer l'adhésion populaire au projet de nouvelle constitution très contesté par l'opposition. Adopté fin mars, le texte ferait passer le Togo à un régime parlementaire. J'espérais que
vu la population, ça allait donner un changement. Et je voyais que bon, par contre c'est le contraire. Les bureaux de vote ont fermé et le dépouillement des bulletins de vote a aussitôt débuté pour des résultats finaux attendus fin mai. La nouvelle constitution reste encore à promulguer par le président Faure Gnassingbé. Makoko est un quartier côtier de Lagos, la plus grande ville du Nigeria, où des maisons sur pilotis sont construites au-dessus d'une eau trouble et polluée. Dans les rues de ce quartier informel, on trouve souvent au milieu des déchets des mares d'eau souillée qui offrent des conditions idéales pour la reproduction des moustiques vecteurs du paludisme. Funmilayo Kutun n'a plus assez d'argent pour payer ses médicaments contre cette maladie. Le lieu où nous vivons n'est pas sain, c'est inondé d'eau, d'excréments et de déchets. Je n'ai pas de moustiquaire, nous n'avons qu'un répulsif à moustiques. Mon petit-fils et moi-même avons été piqués par des moustiques et j'ai contracté le paludisme. Adebiyi Olubukola, fondatrice d'une ONG locale appelée Jacquine, vient en aide aux habitants des quartiers défavorisés. Selon elle, la lutte contre le paludisme va de pair avec l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans les communautés à faible revenu, qui vivent au bas de l'échelle sociale, dans les bidonvilles, il est plus fréquent que les facteurs environnementaux favorisent le développement du paludisme. Ils n'ont pas de système d'évacuation, ni de traitement des eaux usées, pas de logement, ni d'accès aux soins de santé. Ils n'ont pas de service d'élimination des déchets. Ils n'ont même pas d'hygiène personnelle. Le parasite du paludisme se transmet à l'homme par l'intermédiaire de moustiques infectés et peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête et des frissons. Il affecte principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. At this point in time, malaria is not something that is supposed to be killing anybody again. Aujourd'hui, le paludisme n'est pas censé représenter une menace pour la vie des gens. Et nous devons faire bien davantage pour nous assurer que les conditions de vie de nos communautés soient maintenues à un certain niveau à travers l'Afrique. Si nous pouvons renforcer nos systèmes communautaires pour atteindre ces normes, alors nous pourrons définitivement éradiquer le paludisme. En 2022, on estime à 249 millions le nombre de cas de paludisme et à 608 000 le nombre de décès dus au paludisme dans 85 pays. L'Afrique est de loin la plus touchée, avec 94% des cas de paludisme recensés sur le continent. Les chrétiens orthodoxes éthiopiens ont célébré le dimanche des Rameaux le 28 avril dans l'église Antoto Mariam, située à l'extérieur d'Addis Abeba. Le dimanche des Rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien le dimanche qui précède celui de Pâques et qui marque l'entrée de la Semaine Sainte. Cette journée de fête commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem où il a été reçu avec des feuilles de palmier. Le Seigneur a dit aux messagers « Amenez-moi l'âne ». Lorsque les propriétaires de l'âne ont demandé où on l'emmenait, les messagers leur ont répondu que le Seigneur en avait besoin. C'est ainsi qu'il est entré dans la ville à Dodan. Scène que nous reconstituons ici. Les fidèles ont débuté la célébration annuelle du dimanche des Rameaux avant l'aube. Ils ont prié pendant des heures, guidés par des prêtres et des diacres. Que notre Seigneur bénisse cette fête de paix, de santé et de joie. Et pour l'année à venir, que la volonté de Dieu soit que nous célébrions avec bonheur et que notre nation soit gratifiée de la paix. Pour cette journée spéciale, un cheval orné symbolisant l'entrée de Jésus à Jérusalem a pris part à la célébration. « 40 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un barrage dans l'ouest du Kenya ce lundi. Situé dans la région de la vallée du Rift, sujette à des crues soudaines, le barrage Old Kijabe s'est effondré, laissant l'eau se déverser en aval. Les eaux en crue ont envahi des maisons et coupé une route principale. Des pluies diluviennes s'abattent sur le Kenya depuis la mi-mars. Elles ont provoqué des inondations qui ont tué près de 100 personnes. La réouverture des écoles a été reportée.
Le département de météorologie a mis en garde contre de nouvelles précipitations. Le principal aéroport du Kenya a été inondé samedi, obligeant certains vols à être détournés. Plus de 200 000 personnes ont été touchées par les inondations dans le pays. Les maisons des zones inondables ont été submergées, poussant la population à chercher refuge dans les écoles. L'Éthiopien Miktou Tafa a remporté dimanche le marathon de Madrid chez les hommes, tandis que la Kenyane Naom Jibet s'est imposée chez les dames. Tafa a fait la course seul en tête dès le début de la partie. Il n'a jamais été rattrapé par ses deux poursuivants, dont un compatriote Fikr Bekele Tefera et le Kenyan Douglas Shebi. En 2h08 et 57 secondes, soit plus d'une minute d'avance sur ses plus proches concurrents du jour, Miktou Tafa remporte cette compétition pour la deuxième fois de sa carrière. La Kenyane Naom Jibet a quant à elle creusé l'écart dans la dernière ligne droite de la course féminine, terminant avec un temps de 2h26 et 20 secondes, soit 44 secondes de moins que l'Éthiopienne Bontou Bekele qui a terminé deuxième. Une autre Éthiopienne, Keben Shala, a complété le podium à la troisième place de l'épreuve. Au deuxième jour de la réunion spéciale du Forum économique mondial à Riyad, en Arabie Saoudite, le ministre norvégien des Affaires étrangères a critiqué certains pays occidentaux pour leur réponse inadéquate aux violations du droit international à Gaza. Je pense que nous vivons actuellement une profonde remise en question de la crédibilité de nos institutions et cela a été exacerbé par la crise à Gaza. Il y a aussi l'incapacité de nombreux pays occidentaux à dénoncer les violations du droit international humanitaire. Ce n'est pas le cas de la Norvège, mais beaucoup de nos collègues ont hésité à utiliser la même rhétorique que celle que nous appliquons facilement lorsque la Russie viole le droit international humanitaire en Ukraine. La crise à Gaza est inédite, elle est catastrophique. Nous pensons que cela doit cesser. La situation humanitaire est désastreuse. Le monde doit s'y opposer et une paix durable doit prévaloir. Cette région est très importante pour la solidarité mondiale, la paix mondiale et la coopération mondiale. En tant qu'humanité, avec nos institutions mondiales collectives, nous devrions être en mesure de relever ces défis qui affectent énormément de communautés et de sociétés, car cela remet en question l'optimisme qui s'est forgé au Moyen-Orient au-delà des divergences. L'Arabie saoudite souhaite mettre rapidement fin au conflit à Gaza pour attirer des investisseurs et diversifier une économie encore très dépendante des hydrocarbures. Une délégation de responsables de sécurité israélienne est attendue en Égypte ce mardi pour négocier une nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, tandis qu'une délégation du Hamas a quitté le Caire après des discussions approfondies avec des autorités égyptiennes. En ce qui concerne les négociations, comme vous le savez, il s'agit de questions sensibles. Il y a une proposition sur la table que les deux parties doivent examiner et accepter, mais l'objectif est clairement un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu permanent et la prise en compte de conditions humanitaires. Et encore une fois, il faut éviter, et je pense qu'il est évident qu'il y a un consensus de la communauté internationale qui rejette une action militaire à Rafah en raison de la crise humanitaire qui résulterait d'un tel développement. À la recherche d'un cessez-le-feu permanent, l'Égypte est le théâtre de négociations entre Israël et le Hamas, dont une proposition écrite est attendue en vue d'une trêve, et les médias palestiniens annoncent 26 morts et plusieurs blessés suite à une frappe d'Israël à Rafah entre dimanche et lundi.